regard chrétien sur la société. Sur les ondes de Radio Espérance, nous retrouvons Michel Coquillon. Chers auditeurs et auditrices de Radio Espérance, bonjour. Peut-on attendre des solutions du monde politique dans les crises actuelles ? Le pourquoi de cette question que je vais traiter dans cette émission est évident. La crise de la démocratie par représentation que nous vivons est grave. Elle fait suite, certes, à l'évolution de l'électorat, de la carte politique, avec un effondrement de certains partis. La dissolution de l'Assemblée nationale a également empiré la situation, et elle semble conduire à une forme de paralysie ou à une politique à minima en l'absence d'une majorité autour de solutions crédibles et des solutions partagées. De nombreux signes, comme l'abstention, entre autres chez les jeunes, les critiques de plus en plus nombreuses contre les politiques, le doute même exprimé par des élus, tout cela montre depuis longtemps un délitement de la confiance. Le président Macron, en créant des conventions citoyennes censées représenter la société pour traiter les grands problèmes sociétaux, en court-circuitant ainsi les assemblées censées représenter le peuple français, en écartant également des démarches de réforme des corps intermédiaires comme les syndicats, les associations. En fait, le président a pris acte donc des limites du système actuel et l'a peut-être aggravé. Les raisons de cette dérive sont nombreuses. Je ne vais en évoquer que quelques-unes. Et puis aussi essayer d'avancer sur la question, y a-t-il des pistes de solutions, d'espérance, en nous appuyant en particulier sur l'enseignement social de l'Église ? Au risque d'être politiquement incorrect, une première cause est liée à la nature même de la démocratie et à son fonctionnement. Dans mes responsabilités, j'ai pu constater un risque majeur lié à la concurrence électorale, la nécessité de plaire aux électeurs, surtout dans un contexte de forte médiatisation. Il me semble que des candidats défendent parfois, d'aucuns diraient assez souvent, des positions parce qu'elles doivent plaire, non pas forcément parce qu'elles répondent vraiment à une conviction ou à un souci du bien commun, c'est la fameuse surenchère électorale. Des propos modérés ou des concessions brouilleraient l'image du candidat. Celle-ci devient ainsi beaucoup plus caricaturale. Et l'incapacité, une fois élue, de ces candidats à tenir nombre de ces engagements alimente l'impression qu'ils sont tous, je cite, des menteurs ou des incapables. Dans les débats, l'idée que l'opposant trahit s'il ne s'oppose pas conduit au spectacle pitoyable que donnent certains échanges à l'Assemblée nationale et le risque de paralysie totale. Le dialogue constructif devient alors impossible. Et c'est un élément qui aboutit à la préférence pour la bagarre, pour la révolution, plutôt que l'évolution. Et à ce que ce soit la loi du plus fort qui s'applique, la loi du majoritaire, et non le bien commun issu d'une construction par le dialogue. Or, s'il n'y a pas de plus fort, c'est ce qui se passe un peu en ce moment, c'est-à-dire par exemple un parti majoritaire, comment prendre des décisions ? À l'époque de l'individu roi, comment construire collectivement ? On peut ajouter à cela la place de l'idéologie, qui permet bien sûr de rêver et de promettre du rêve, plutôt
que de se projeter de façon réaliste dans l'avenir. Or, la réalité finit toujours par s'imposer. On l'a vu, par exemple, avec le communisme. Le délitement des valeurs qui peuvent souder une société et servir de base à un projet partagé, ouvre la voie à une forme de totalitarisme idéologique. Autre point, il y a quelques jours, j'entendais une personnalité politique dire qu'il fallait en finir avec la retraite par répartition et passer par la capitalisation pour régler le problème des retraites. Position défendue d'ailleurs aussi par certains journalistes. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais cela montre de la part de cette personne une méconnaissance totale du dossier. Car, sauf à cesser de verser totalement ou partiellement les pensions aux retraités actuels, cela est impossible. Ainsi, soit il y a une solution géniale qu'il connaît et sur laquelle, à ce moment-là, il aura dû s'exprimer, soit il ne peut en rester à ce type de communication lapidaire qui décrédibilise un peu plus la capacité du monde politique à traiter ce problème. Ce manque de crédibilité peut être d'ailleurs aggravé par la part plus importante d'élus inexpérimentés avec le renouvellement plus fréquent de l'Assemblée nationale. En période de grave déficit des finances de l'État, de désindustrialisation alarmante avec le chômage que cela génère, de risques inflationnistes, de souffrance de l'agriculture, on le voit avec les manifestations agricoles, les priorités qui s'imposent au monde politique peuvent être décalées par rapport aux attentes concrètes et quotidiennes des personnes. Du coup, l'impression que le monde politique est dans sa bulle et ne prend pas en compte les vraies attentes de la société se développe. Autre élément qui me paraît essentiel, la multiplication des crises anxiogènes. Nous en avons évoqué plusieurs dans de précédentes émissions. Le développement du sentiment d'insécurité est lié à des dérives comme la drogue, la délinquance, l'incivisme, les vols, l'agression, etc. Et l'incapacité de l'autorité à lutter efficacement contre ces fléaux pèse sur la confiance. Le développement de l'information continue amplifie d'ailleurs la portée de ces événements en tournant en boucle dessus. Le sujet de l'immigration a été central dans les précédentes élections et reste fortement d'actualité. Il n'améliore pas la perception des Français entre ceux qui prétendent que l'immigration est une bonne chose, ne serait-ce que sur le plan humanitaire, et ceux qui la diabolisent comme cause majeure, voire unique, des problèmes de la France. On voit un écart abyssal. Ces contradictions creusent d'ailleurs le fossé entre le discours des élus et la perception des Français. La faible marge de manœuvre que laissent les règles communautaires dans le cadre d'accords européens conduit à un grand écart entre les annonces volontaristes de certains et les actions possibles. Autre sujet d'anxiété, la multiplication des catastrophes climatiques et des prévisions alarmistes sur l'avenir ou même la survie de la planète. Or, ces catastrophes trouvent en réponse des solutions que certains estiment homéopathiques en regard de l'urgence. Cela est d'ailleurs aussi interprété comme un signe d'impuissance. Les grandes administrations de la France sont elles-mêmes génératrices de suspicions. Je pense par exemple à l'éducation nationale et la baisse de niveau des élèves dans un climat d'insécurité croissante dans les établissements. La succession des ministres de l'Éducation nationale et la multiplication des réformes mal préparées
ou contradictoire est au mieux inefficace. La justice, ne serait-ce que par sa lenteur, liée entre autres au manque d'effectifs, la suspicion de faiblesse dans ses jugements, voire de parti pris dans des affaires politiques, elle est aussi au banc des accusés. En même temps, avec le déclin dans le domaine de la morale, par exemple avec la montée du wokisme qui veut détruire la civilisation chrétienne occidentale et qui veut détruire également les règles du vivre ensemble, l'idée même de règles de vie commune et de consensus politique n'a plus de sens, surtout dans le contexte de l'individu roi. Cela disqualifie donc le rôle du monde politique qui acte plus les dérives sociétales qu'il n'y apporte de solution. Autre élément, les exigences contradictoires des citoyens. Je cite volontiers Bossuet lorsqu'il dit « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Les électeurs ont souvent, c'est vrai, des exigences contradictoires. Ils demandent plus d'intervention et d'aide de l'État dans beaucoup de domaines, donc plus de dépenses, mais veulent payer moins d'impôts, contribuer moins dans le même temps. Ils demandent plus de protection par la loi, mais dénoncent également l'inflation législative. L'État n'a qu'à, entend-on parfois. Mais peut-on alors se plaindre que l'État s'immisce dans la vie privée, qu'il intervient plus au risque de réduire les libertés? Cette question est souvent soulevée, par exemple, par les lois qui multiplient les nouveaux délits, par exemple dans l'expression d'une opinion sur des domaines comme la sexualité, l'euthanasie, etc. La multiplication de lois, de circonstances votées dans l'urgence pour répondre à telle catastrophe, tel problème qui émeut l'opinion publique, cela aussi conduit à une inflation législative. Les assemblées n'ont alors ni le temps, ni les moyens, ni peut-être la volonté d'approfondir vraiment les textes, de faire par exemple des études d'impact des mesures proposées, ce qui éviterait ensuite l'avalanche de lois correctives ou de décrets pour rendre les textes applicables. Là aussi, le fait que l'idéologie surpasse la recherche du bien commun peut conduire à des catastrophes. On l'a vu dans des domaines comme le logement ou le social, par exemple. La complexité des problèmes contribue aussi à la suspicion. La réponse politique et législative est donc confrontée à une complexité des problèmes qui n'est pas nouvelle, mais aussi à la nécessité, comme nous venons de le voir, d'agir vite, en priorisant ce que les électeurs attendent. Or, l'opinion publique peut zapper d'un sujet à l'autre plus vite que la réponse politique. D'autre part, le temps d'un mandat est limité. Cela favorise donc une politique à court terme. Or, les sujets complexes comme la santé, les retraites, l'environnement, les dépenses publiques, tout cela nécessite des politiques à long terme et non des réformes souvent plus perçues que symboliques ou cosmétiques qu'efficaces. La difficulté à chercher des consensus avec les interlocuteurs concernés par le dossier aggrave également la perception négative des réformes, donc la perception de ceux qui la votent. On l'a vu par exemple avec la réforme des retraites, sur laquelle les partenaires sociaux n'ont pas été associés, ce qui a aggravé le rejet de la réforme et la contestation de sa légitimité. La communication médiatique du monde politique amplifie souvent ce problème.
L'enthousiasme excessif de certains élus s'exprimant dans les médias sur la situation ou les mesures prises pour faire face aux problèmes, la présentation incomplète de données pour faire paraître plus belle la vérité, tout cela est très humain, très ancien, et chose courante donc. Mais la vérité s'impose tôt ou tard, et cela alimente la suspicion. Les fake news peuvent parfois aggraver cette méfiance. Par ailleurs, entendons-nous souvent des responsables politiques reconnaître leurs erreurs ou admettre qu'ils n'ont pas de solution immédiate et efficace à tel ou tel défi. C'est un élément essentiel. La prétention du monde politique à tout régler par la loi, par l'administration, comme s'il maîtrisait tout. Or, dans le monde économique, avec la mondialisation, le pays dépend de plus en plus d'éléments extérieurs sur lesquels il a peu d'influence et qui limitent la marge de manœuvre. L'État peut certes intervenir sur des paramètres, mais pas forcément sur l'essentiel. Je peux en donner 2 exemples. La dette gigantesque de la France est détenue par des organismes financiers extérieurs à la France pour une large part, et le coût financier des emprunts qui financent ce déficit est donc lié à la notation d'institutions extérieures au pays. Cela constitue une forme de dépendance sur laquelle nous avons très peu de marge de manœuvre. La crise du Covid a mis en évidence également un fait. Si la Chine n'exporte plus, par exemple, de semi-conducteurs vers la France, l'automobile et de nombreuses activités vitales sont paralysées. Dans les domaines de l'agriculture, du social, de l'écologie, le fait que les directives européennes s'imposent à la France nous interdit de conduire une politique contraire à ces directives, même si le gouvernement ou les partenaires sociaux l'estiment utile. Et cela n'empêche pas les candidats aux élections ou les responsables politiques de faire des promesses comme s'ils maîtrisaient ces conditions. L'immigration, sujet complexe aux multiples aspects, entre la négation de la réalité du problème et l'annonce de mesures censées être très efficaces alors que les États maîtrisent peu de choses, que croire, quelle confiance pouvons-nous avoir dans des promesses ? Même s'ils annoncent mener une politique forte sur un sujet important, la marge de manœuvre de l'État le contraint à n'agir que sur tel ou tel paramètre, en espérant que cela sera efficace. Ce décalage entre le discours et la réalité de l'action est ensuite ressenti par beaucoup comme un mensonge qui n'améliore pas l'image du monde politique. Des politiques décrédibilisent eux-mêmes leur rôle par leur comportement. Les invectives, insultes, chahuts lors de séances à l'Assemblée nationale et relayées par les médias sont dramatiques pour l'image du monde politique. Si des députés ne sont pas capables de respecter leurs pairs eux-mêmes élus, comment espérer que les citoyens respecteront mieux le monde politique ? La sacralisation de la Révolution française, qu'on a pu voir d'ailleurs lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, en omettant la gravité de certains de ces excès, est bien un signe gravé dans la culture du pays. Les progrès essentiels ne peuvent se faire en France que par l'évolution, la révolution, mais une évolution portée par le monde politique. Et elle se fait par l'affrontement. La représentation politique, dans ce cas, n'est pas à l'origine du progrès, elle ne fait que l'acter et transcrire ce qui résulte de l'affrontement, et cela réduit donc de beaucoup son rôle. Un autre problème grave qui accentue la méfiance, l'absence de majorité. Faute de capacité à créer des consensus,
Seul le fait de disposer d'une majorité permet de gouverner. La Ve République a été conçue pour favoriser l'émergence d'une majorité, mais l'évolution actuelle du corps électoral fait échec à cet objectif. Le risque de paralysie qui en résulte contribue à dégrader le rôle perçu des assemblées. La tentation de faire appel à un sauveur de la nation grandit, et ce sauveur de la nation peut être un duce, comme on l'a vu à une époque en Italie, par exemple. La multiplication d'événements ou de nouvelles très anxiogènes, comme l'évolution climatique, la pandémie, le risque d'embrasement dans les conflits, tout cela fait apparaître encore plus nettement le décalage entre une forme de paralysie du monde politique et la gravité des problèmes. Cela contribue à décrédibiliser un pouvoir censé être efficace pour protéger les citoyens de tous les maux, avec un président omnipotent supposé avoir une réponse et une solution à tout. À ce stade, y a-t-il des pistes de solution, et en nous appuyant particulièrement sur l'enseignement social de l'Église? D'abord un constat, le monde politique n'échappe pas plus que nous au péché originel. Le Christ ne nous a pas appelés à être des aigris qui détestent le monde. Nous ne pouvons pas tout sur tout, il en est de même pour le monde politique, et cela nous conduit à renouer avec l'humilité. On trouve également un début de réponse dans l'histoire sainte. Le peuple hébreu, comme notre Église, ont grandi par les épreuves. Une question peut être très éclairante d'ailleurs à ce sujet. Qu'est-ce que Dieu veut faire à partir de ce que nous vivons? Sans doute faut-il en passer par là pour arriver à un lieu. Nous sommes donc appelés à ne pas sombrer dans l'amertume, mais à porter une lecture d'espérance sur ces questions. Le contraire de la haine, le contraire de l'invective, aimer et pardonner plutôt que haïr. J'ai vu le mal que peut faire l'orgueil du pouvoir lorsque la carrière, l'image que l'on veut donner, compte plus que ce que l'on défend. Le pouvoir peut ainsi conduire à perdre tout esprit critique par rapport à son ego, à se croire quasiment infaillible. C'est ce qu'on appelle la maladie de l'hubris. Pour lutter là contre, une solution est essentielle, l'Esprit Saint et la prière de la personne elle-même et la prière des autres. Je peux témoigner que j'ai aussi travaillé avec des personnes du monde politique qui avaient un grand souci du bien commun, même si je n'étais pas toujours d'accord avec leur approche. Et il est important de ne pas mettre tous les politiques dans le même sac. Je peux témoigner, ayant participé ou été auditeur de certains débats dans les assemblées, d'avoir pu voir des interventions d'élus qui étaient soucieux vraiment de faire avancer les dossiers. Des mouvements chrétiens, des associations, communautés, etc., jouent un rôle important aussi pour réfléchir et avancer dans le sens d'un meilleur bien commun pour notre société. L'appel de l'Église et des papes à l'engagement des chrétiens en politique est une réponse importante également. Je cite par exemple le pape François lors de l'Angélus le 3 février 2019. « Ainsi, le monde a besoin de voir en nous des disciples du Seigneur, animés de ce courage proprement chrétien. Il faut des prophètes inspirés par l'Esprit Saint, disposés à suivre la volonté du Père et déterminés à en témoigner aux autres, et ce, avec le zèle apostolique pour le royaume de Dieu. » Avec la doctrine sociale de l'Église, nous disposons donc d'un trésor.
Elle nous donne des principes, des valeurs extrêmement éclairants. À charge pour nous d'abord de les connaître et de les faire connaître. Et chacun de nous a donc une responsabilité par rapport à cette question. Pour conclure, saint Paul nous donne une clé essentielle. Prier pour les responsables politiques. La prière peut tout. Marie n'a cessé de nous le rappeler lors des apparitions. Avec la prière, nous pouvons convertir le monde. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance. Regard chrétien sur la société.